De 1337 à 1453, la guerre de Cent Ans fait rage entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Quelques zones sont épargnées par le conflit, dans les Pays-Bas, composés du Hainaut, du comté de Flandre, de la principauté de Liège, du duché du Luxembourg et du Brabant. Ces zones s'enrichissent essentiellement grâce au développement des manufactures textiles, et cette richesse va profiter au développement des arts. En 1453, à la fin du conflit, c'est également l'année où Gutenberg imprime la première Bible. En 1476, quelques années plus tard, le premier texte musical est imprimé. En 1492, Christophe Colomb amène son expédition en Amérique, qui ouvre la voie à l'époque des colonisations. En 1501, Petrucci imprime le premier recueil de musique polyphonique. En 1511, Copernic commence l'étude de son système héliocentrique. À la même époque, tout au long du XVe siècle, les peintres essentiellement florentins mettent au point la perspective qui transformera totalement la manière de peindre. C'est dans ce contexte que prend naissance ce que l'on appellera plus tard l'école franco-flamande et que nous allons présenter aujourd'hui. On ne connaît que partiellement la vie de Guillaume Dufay. Les événements principaux que nous connaissons se déroulent essentiellement entre Cambrai, l'Italie et la Savoie. Il est né autour de 1400 dans la région de Cambrai, ou bien peut-être à Chimay. Il est formé à la cathédrale de Cambrai, où il devient maître de chapelle en 1421. L'archevêque de Cambrai participe au concile de Constance en 1417. À cette occasion, Dufay aurait rencontré la famille des Malatesta, ce qui expliquerait sans doute son séjour à Rimini, lui aussi, dans les années 20. Il est ordonné prêtre en 1428 à Bologne. En 1433, il réside à la cour de Savoie et rejoint le pape à Florence de 1435 à 1436. En 1439, il quitte la Savoie pour Cambrai, où il aurait terminé sa vie en 1474. Dufay est essentiellement connu pour ses rondeaux, une forme musicale et poétique. Il est également connu pour ses messes de l'homme armé. L'homme armé, c'est le tube de la Renaissance. Mais si c'est l'archange Saint-Michel, c'est peut-être aussi simplement une taverne de Cambrai, juste à côté de chez lui. On ne change pas les gens du Nord. Gilles Binchois est né vers 1400 dans la région de Mons. On ne connaît rien de sa formation. Sa carrière, à la cour de Bourgogne, lui vaut quelques piques de Hockeghem. En sa jeunesse, fut soudard de honorable mondanité. Dans sa déploration sur la mort de Gilles, le chroniqueur Martin Lefranc fait allusion à sa contenance angloise. Bah oui, Bourgogne, Angleterre, guerre de Cent Ans, ça laisse des traces. Il rencontre Dufay à Mons en 1449 et meurt à Soigny en 1460. On le connaît surtout pour sa musique profane qui parle d'amour courtois, la façon d'aimer sa ou son partenaire avec courtoisie, respect et honnêteté, dans le but d'atteindre la joie et le bonheur. C'est-à-dire de sentir la présence du divin dans l'émotion ressentie par la présence de l'autre. La notion de plaisir est alors réintégrée positivement dans la pensée occidentale. On va maintenant parler de la rockstar de l'époque. En 1420, naît Jacques Hockeghem. Après quelques grands travaux en tant que comptable trésorier et chanteur auprès de grandes figures de l'époque, ce compositeur franco-flamand, la Belgique n'était pas née et la France ne chantait pas encore la Marseillaise, fut un des grands musiciens du moment. Il devint officiellement en 1465 le premier musicien du roi de France. Maître de chapelle de la cour, il voyagea beaucoup sous l'égide de Louis XI et prit sous son aile un autre musicien-compositeur qui s'établit à Bruges, Antoine Benoît. Grâce à Jacques Hockeghem, certains genres musicaux ont pu connaître parmi leurs plus belles pages, voire les plus innovantes. Il a écrit des chansons, des messes ou des motets. Jacques Hockeghem meurt en 1497, reconnu de tous par son titre de maître de la chapelle de chant du roi. Ses expérimentations et hommages musicaux
par exemple sa déploration sur la mort de Binchois ainsi que ses mécénats. Ses élèves et contemporains lui dirent adieu, notamment dans certaines compositions, comme le lamento à 5 voix, déploration sur la mort de Johannes à Ockeghem de Josquin-des-Prés. Josquin-des-Prés, ou Josquin le Bloat, ou tout simplement Josquin, est né en 1450 à Beaurevoir. Il aurait été chantre à l'église collégiale de Saint-Quentin, puis, de 1459 à 1472, chantre à la cathédrale de Milan. En 1474, il rentre au service du duc Galeazzo Maria Sforza. Entre 1476 et 1504, il passe au service du cardinal Chiaro Sforza. De 1486 à 1494, il est attaché à la chapelle pontificale. Il aurait même gravé son nom dans le mur de la chapelle Sixtine. Mais Josquin a la bougeotte. Il devient musicien de cour du roi Louis XII, maître de chœur de l'église royale de Saint-Quentin en 1509. Un sacré CV. En 1515, il est chanoine à Condé-sur-Lescaut, où il meurt en 1521. Comme les autres, Josquin écrira sur le tube de l'époque, L'homme armé. Deux messes. L'homme armé super voces musicales et Missa l'homme armé sexti toni. Adrian Willaert, né vers 1490, probablement à Bruges, est mort à Venise le 7 décembre 1562, est un compositeur flamand de la Renaissance. De 1527 à sa mort, il a occupé le poste de maître de chapelle de la basilique Saint-Marc de Venise. Son élève, Josefo Zarlino, le qualifiait de nouveau Pythagore. Selon son élève, Willaert aurait abandonné ses études de droit à Paris pour suivre l'enseignement de Jean Mouton, compositeur de la cour de France au début du XVIe siècle. En 1515, il entre comme chantre au service de la cour du cardinal Hippolyte Ier d'Este à Ferrari, ecclésiastique qui voyage beaucoup et qui emmène Willaert jusqu'en Hongrie. Quand le cardinal meurt en 1520, Willaert entre au service du duc Alphonse Ier d'Este, dont il devient le maître de chapelle de 1522 à 1525, année où il suit Hippolyte II d'Este, neveu de son premier employeur à Milan. La réputation de Willaert, comme musicien et compositeur, rayonne dans toute l'Italie. Aussi, en 1527, il est nommé maître de chapelle à la basilique Saint-Marc à Venise, un poste prestigieux qu'il occupe jusqu'à sa mort. Willaert laisse plus de 70 madrigaux italiens, environ 65 chansons françaises, plus de 350 motets, une cinquantaine d'hymnes et de psaumes, ainsi que 9 messes, où apparaît l'influence de Josquin-des-Prés et de son maître, Jean Mouton. Ces derniers madrigaux et motets, parus dans son recueil le plus important, Musica Nova, en 1559, ont presque tous recours à des poèmes de Pétrarque et affirment sa soumission au raffinement sonore et expressif du chromatisme italien. Roland de Lassus est né à Mons en 1532. Après une formation musicale aux Pays-Bas durant son enfance, son talent et sa carrière musicale l'ont vite amené à parcourir l'Europe. La France, l'Italie, l'Angleterre, l'Autriche, l'Allemagne. Ces voyages, multipliant les échanges culturels, lui ont permis d'accélérer sa formation et de diversifier son œuvre. Surnommé « prince de la musique » par les musiciens de son époque, Roland de Lassus était un compositeur prolifique et éclectique. Plus de 2000 pièces dans différents styles, des motets, des madrigaux, des chansons françaises, des messes, et c'est pas tout. Il eut une très grande importance de l'histoire de la musique pour la polyphonie franco-flamande, principalement grâce à ses madrigaux à 5 voix, dont le style a été fort marqué par ses années d'études en Italie. La dernière œuvre de Roland de Lassus, Lagrimé di San Pietro, fut composée en 1594 et publiée l'année suivant sa mort en 1595. Il s'agit d'un cycle de 20 madrigaux et d'un motet final pour 7 voix, dédié au pape Clément VIII, basé sur 20 poèmes de Luigi Transillo. Le Lagrimé décrit les étapes du chagrin de Saint-Pierre. Le chiffre 7, pour les 7 voix, représente les 7 douleurs de la Vierge Marie, et les 21 pièces constituant le Lagrimé sont organisées en 3 séquences de 7 compositions représentant la Trinité. Aujourd'hui, Roland de Lassus a même un astéroïde à son nom. Voilà, j'espère que ce bref aperçu vous aura donné envie d'en savoir plus. Plusieurs liens sont en description pour écouter la musique des compositeurs. Je tiens tout particulièrement à remercier les amis qui m'ont aidé à terminer ce petit reportage en moins de 24 heures. Anna Bondu, Julien Malocena, Guillaume Pierre, Claire Parisel, Maria Marcoja, Marc-Antoine Wen et Christophe Migliorini. Merci et lavez-vous les mains.